question par rapport à celle par rapport à celle des citoyens et des citoyennes et des citoyens. Alors, on avait quelqu'un d'autre qui a levé la main. Je regarde qui c'est. Ouais. Prendre une question dans la On salle. va prendre une question dans la salle. Sur la gouvernance, moi, je n'ai pas trouvé ça facile à remplir comme questionnaire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de propositions qui sont hyper importantes, hyper intéressantes. Et est-ce que l'idée de la gouvernance, est-ce que c'est plus important que le reste? C'est peut-être à relativiser. Parce que voilà, la préservation de la nature, l'autonomie énergétique, ou le logement, c'est des sujets voilà, qui nous touchent directement. Et du coup, la gouvernance, c'est peut-être pas ce qui nous touche le plus. Mais il fallait faire des choix. On pouvait pas mettre, ne serait-ce que mettre une note de 1 à chacune, on pouvait pas. Donc, voilà, je pense qu'il faut relativiser. C'est le principe de ces méthodes. Elles sont faites pour être difficiles. Ouais. Et après, l'autre chose, c'est que elles vont pas être supprimées. Enfin, l'objectif n'est pas de supprimer celles qui ont reçu le moins de votes. En fait, c'est vraiment juste justement, d'essayer de comprendre où va l'élan premier. Et après, les propositions d'action, elles vont aussi venir compléter tout ça. Parce que c'est pas parce que, enfin voilà, on peut très bien mettre des actions sur la gouvernance, même si on n'a pas mis de points sur la gouvernance dans le questionnaire priorité, si on a envie. Tout comme on peut en mettre 15 sur la préservation de la nature, si ça nous a semblé très important et qu'on a plutôt des idées là-dessus. Mais vous voyez, vous vous rendez compte, même sans avoir vraiment forcément l'habitude de traiter des données, etc. Là, vous avez des choses qui sont moins considérées que, évidemment, cette question de la nature, elle est portée, au moins par les gens qui ont répondu. Il faut faire attention, hein, parce que il y a un effet d'auto-sélection dans les gens qui répondent sur une question donnée. Hein. C'est pas Surtout sur 120 personnes. surtout sur 120 personnes. Il faut faire très très attention hein, par rapport à ça. Donc, on verra après dans la suite, par exemple, je pense que sur les catégories professionnelles, on a une sélectivité qui est évidente. En 3000 personnes. Nous n'avons pas, je précise un truc très simple, c'est qu'on n'a pas les moyens dans ce projet, c'est pas un projet très riche, on n'a pas les moyens, par exemple, de faire appel à ce qu'on fait avec un institut de sondage, qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Nous, on sait faire aussi, mais on fait différemment, on n'a pas les mêmes moyens. C'est pas... Voilà. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Oui, qui c'est? Patrice. Oui, bonsoir. Je me posais la question, est-ce que ça serait pas intéressant du point de vue de l'analyse de la cohérence des réponses, de remettre en dessous des propositions l'ordre dans lequel elles ont été formulées dans le questionnaire? Hein, c'est-à-dire que, bon, peut-être que, comme moi d'ailleurs, je pense, les premières questions m'ont forcément séduit. Et puis, quand je suis arrivé à la fin du questionnaire, j'avais plus de points de toute façon. Et puis, j'ai une deuxième remarque aussi. Est-ce qu'il n'est pas normal, quand on répond à un tel questionnaire, qu'on mette en dernière priorité repenser la gouvernance et faciliter une concertation élargie sur les questions énergétiques, puisque dans la mesure où on est autorisé à répondre à ce questionnaire, c'est qu'on a déjà fait un grand pas dans le sens de la question. Donc, effectivement, puisqu'on peut répondre, on n'a plus forcément envie de mettre une priorité là-dessus, puisqu'on a déjà la possibilité de concertation. Oui, Bon, c'est une remarque comme ça. la même remarque peut être faite sur le fait de répondre sur papier plutôt que sur informatique pour ce qui est de diminuer la consommation d'énergie, puisque forcément, c'est moins simple. Mais alors, pour répondre sur le premier point, c'est vrai que les deux dernières, c'était, je crois, elles étaient plutôt à la fin. Oui. En revanche, pour le début, ça a plutôt mélangé. Pour les premières. Mais effectivement, le fait d'avoir des questions qui sont tirées au hasard, c'est possible techniquement. Effectivement, on l'a pas fait. Ça aurait sans doute été mieux. Et en fait, rien ne nous empêche pour la suite de le faire. On aura un petit biais, mais bon, c'est pas impossible de se faire. Ok. Merci. D'autres questions dans la salle par chat? Oui? Ouais, moi, je voulais savoir s'il y avait des résultats qui vous ont surpris. Euh, pour être honnête, je m'étais pas projetée dans ce qui allait arriver. Donc, Pas de surprise. d'une certaine manière, que des surprises. Non, moi non. Bon,
Disons que, en fait, il se trouve que ça fait quand même 3 ans maintenant qu'on travaille aussi un petit peu avec vous, les habitantes et habitants, et les touristes en partie, sur ces questions. Donc, on a des choses qui sont sorties par le passé, qui ont émergé il y a 2 ans et demi, 3 ans, qui sont devenues très centrales, mais qui le sont naturellement. Je pense que c'est évident pour vous, la question du logement, la question strictement des mobilités. Bon, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Et par ailleurs, comme c'est un dispositif où on vous donne les propositions et vous votez pour les propositions, sinon l'effet surprise est moins net de ce point de vue-là. Que par rapport aux actions, on peut en parler juste après, par rapport au petit travail qu'on a commencé avec certains d'entre vous qui étaient présents aux ateliers. Déjà, sur les actions, je vais en dire un mot après. Et là, commence tout de suite à y avoir des surprises, ce qui est plutôt rassurant sur votre créativité en termes de solutions. Et après, moi, peut-être juste rapidement, enfin, j'aimerais bien continuer, enfin, voir comment ça évolue, cette histoire de formation, en fait. Je trouvais ça, enfin, ça m'a interpellé le fait qu'on ait quelque chose qui soit, enfin, plus de propositions qui sortent avec moins de voix au total, mais quand même plus de mais bon, encore une fois, ça dépend sur 120. Enfin, ouais. Oui, et puis il faudrait regarder dans le détail de quelle formation on parle, parce qu'en fait, on n'a que le nombre de formations. Et voilà, donc je ne sais pas pour les personnes présentes ici combien de formations vous avez suivies, mais elles n'avaient pas toutes la même densité, caractéristiques, etc. Enfin, on parle de formation des webinaires, hein, c'est tout dans le même paquet. Et Pierre, Pierre avait le même. Pierre? Oui, moi je suis très surpris, comme je l'ai dit tout à l'heure, que faciliter la concertation et revoir la gouvernance arrive très loin derrière et que ce n'est pas du tout une priorité. Donc pour moi, c'est une information importante parce que pour le coup, ça change la valeur des actions futures qui seront engagées par rapport aux choix qui sont faits. Moi, je suis extrêmement surpris. Ouais. Bah, je te propose qu'on conforte ou qu'on infirme cette surprise par la suite dans la poursuite de l'enquête qu'on va essayer d'étendre. On verra si ça reste un peu le même schéma, comment dire, de faible intérêt pour cette partie-là. Maxence? Moi, c'est juste pour répondre à Pierre Leroy. Moi, par exemple, j'ai pas, pourtant, je fais partie du panel et j'ai pas répondu. Enfin, je ne sens pas avoir mis de point justement pour cette proposition. Parce qu'en fait, pour moi, il manque un petit détail qui aurait changé mon point de vue. Ça aurait été repenser la gouvernance, machin, faciliter la concertation. C'est si on avait mis, en fait, rajouter le détail avec des gens qui ont été formés. Parce que je pense que, par exemple, des concertations, comme ça a été fait à l'échelle du gouvernement, là, je sais plus comment ils avaient appelé ce projet, Citoyenne. voilà, formation citoyenne, très bien. Mais je pense que si aujourd'hui on va dans la rue et on demande aux gens comment on s'oriente, je pense pas qu'on irait forcément dans une direction qui serait, je pense, entre guillemets, la bonne. Voilà, c'est pour ça que je suis beaucoup plus modéré sur repenser la gouvernance de l'énergie. D'accord, mais avec qui et comment? Voilà. Bon, il y a beaucoup de discussions entre professionnels sur cette question. Je vous donne un tout petit indicateur là-dessus, c'est important quand même d'en parler. Puis en plus, on a donné des formations sur la participation aussi, d'ailleurs du bruit. C'est simplement, effectivement, les grands dispositifs de travail sur des questions difficiles nécessitent, on considère le plus souvent, des formations, une montée en compétences, un échange avec des experts, c'est ce qu'on fait dans les panels, les conventions citoyennes, etc. Et certains collègues disent que c'est pas la bonne solution parce que, de fait, par la formation même, bah, effectivement, il y a un effet d'orientation, malgré tout, même si, quand on fait une convention citoyenne ou un jury citoyen, par exemple, si vous prenez le cas des OGM, ce qui ont été fait, les conventions qui ont été faites sur les OGM, sujet que tout le monde connaît un petit peu, et là, il y avait des pros et des anti-OGM. C'est comme ça qu'on travaille. C'est notre responsabilité de professionnel d'exposer les gens. Et dans ce projet, on a essayé aussi d'avoir, par exemple, pour ceux qui ont participé aux visites de terrain, et sur les visites de terrain, vous aviez une présentation, pour simplifier, des défenseurs de l'environnement, et puis des énergéticiens, et qui portaient des discours différents. C'est comme ça que ça marche. C'est une question compliquée, et dans tous les cas, ça a un coût. Faut accepter d'y passer du temps, qu'un certain nombre ce soir. Faut accepter il faut avoir les moyens de mettre en place les formations, etc., etc. Donc tout ça est pas du tout évident. Et c'est aussi une question qui a été discutée au début du processus. Ouais. En fait, avant les formations, il y a eu des étapes avant de construction du processus et dans laquelle c'est intéressant parce que cette question de avec qui faire participer, à qui permettre de décider,
c'est des choses qui ont été un peu débattues et sur lesquelles il y avait, il y avait des discussions, quoi. Donc ça reste une question qui est liée. Ouais. Voilà. Il y a un commentaire sur le chat, de la discussion de quelqu'un qui dit, pour ce qui me concerne, j'ai suivi les formations sans a priori, et cela a indiscutablement modifié ma vision des choses. Voilà. Bon. C'est plutôt rassurant sur le contenu des formations, mais enfin bon. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Ok. On passe à la On peut peut-être passer à la suite s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Alors, peut-être des actions. je vais déjà dire quelques mots sur le processus action et en fait a démarré un petit peu la semaine dernière et formellement en ce moment est en place. Alors, on va dire un mot comme ça oralement. On en a un petit peu discuté avec le panel. Tout simplement, dans la suite du dispositif, et grosso modo jusqu'à fin avril, l'enjeu pour tout le monde va être de contribuer à élaborer des propositions de plans d'action pour l'énergie dans le futur. Alors, un plan d'action pour l'énergie, c'est quoi? C'est des actions qui vont avoir directement avec l'énergie, donc par exemple la sobriété, l'isolation, etc., etc. La production énergétique, comment produire de l'énergie, etc. Mais aussi tout ce qui est connecté aux questions énergétiques. Ce projet, il porte sur les relations entre l'énergie et d'autres choses. Il porte sur les relations entre l'énergie, la biodiversité, le paysage, le logement et la mobilité, le tourisme, évidemment, dans ce territoire qui est très, très sérieusement concerné par ces questions-là. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les actions qu'il faut mettre en discussion, c'est des actions, tout type d'actions, et je l'ai expliqué dans les ateliers déjà, et on va continuer à le porter comme ça, tout type d'actions qui ont un intérêt, selon vous, demain, après-demain, dans 30 ans, par rapport aux questions énergétiques, dans tous les domaines connectés, il n'y a aucune censure, hormis, je dirais, la bienséance générale et le respect de la loi, mais la loi en tant que telle peut évoluer. En tout cas, on demande vos actions. Et après, il y a un deuxième travail qui va consister pour le panel. Le panel, il y a un certain nombre de membres qui sont ici présents, c'est des citoyennes et des citoyens qui ont été tirés au sort sur la base du sectoral, puis complétés par un tirage au sort sur candidature, etc. Bon, le panel va retravailler pour assembler ces actions et essayer de faire des propositions de plans d'action qui vont concerner des actions à l'échelle individuelle domestique, des actions dans les quartiers, des actions pour les communes, pour l'intercommunalité, pour différentes choses. Donc il y a beaucoup d'éléments. Ce type de processus, on le met en œuvre depuis longtemps, dans pas mal de territoires, en France et à l'international. Un plan d'action, c'est quelque chose de riche. En général, c'est plusieurs centaines d'actions, voire plusieurs milliers d'actions. Ça n'a rien d'exceptionnel. On a fait 2 séries d'ateliers la semaine dernière, et sur les 2 séries d'ateliers, on a 44 actions. Ça le chiffre. Voilà. Sur un nombre de participants qui n'est pas très important. Donc c'est tout à fait standard d'avoir un grand nombre de propositions d'action par certaines personnes. Il y a une personne dans un des ateliers de la semaine dernière qui a dû nous faire, je crois, une dizaine de propositions d'action. Pas de problème. Donc ça se fait par différents moyens qui vont vous être ouverts dans le futur pour une période d'environ 1 mois, à peu près, quelque chose comme ça. Pendant 1 mois, vous avez la possibilité de faire des propositions d'action. Donc, il y a un formulaire en ligne qui existe déjà et qui va vous être mis à disposition pour ces propositions d'action. Alors, ce qui est important de discuter ce soir, c'est la relation. C'est pas tant cette partie formulation des actions. Vous verrez vous-même comment les choses se font. On peut peut-être donner quand même 1 ou 2 exemples, tout simplement. Alors, qui était... Alors, il y a... Vous étiez combien? 2, je crois, sur les ateliers de la semaine dernière, ici présents. Voilà, donc vous avez fait un petit travail rapide. Là, c'était vraiment la première phase de proposition d'action. Les propositions peuvent être classiques ou beaucoup moins classiques. L'originalité est bienvenue. Donc, on a des choses un peu originales qui sont venues dans certains groupes. Des choses plus classiques dans d'autres. Il y a une phase ultérieure aussi de travail qui est importante, qui va être faite à la fois par le panel, mais aussi avec les experts du territoire, ce qu'on appelle la caractérisation des actions. Et la caractérisation des actions, ça consiste à se dire finalement,
Ben, par exemple, si on dit, je sais pas quoi, il faut, je vais vous donner un exemple d'action classique, en l'occurrence, il faut donner des subventions aux personnes les plus précaires pour euh, permettre d'isoler leur logement. Voilà un exemple d'action. Ok. Bon, ben, quand on réfléchit une action et qu'on va la caractériser, eh bien nous, on va demander en fait aux personnes et aux experts de faire de rentrer dans un dialogue sur les moyens nécessaires en termes de budget public, en termes éventuellement d'engagement citoyen, s'il y a besoin d'engagement citoyen, etc. Donc ça, c'est un certain nombre de descriptifs. Et puis, quelle contribution ça a à la sobriété, quelle contribution ça a à la production énergétique du territoire. Voilà. Donc c'est à peu près ça le schéma de travail pour le futur. Et évidemment, c'est là où les priorités interviennent, parce que c'est par rapport à ces priorités, normalement, que ces plans d'action doivent être réfléchis. Il y a une logique, une cohérence entre ce que les répondants des enquêtes ont proposé en termes de priorité et puis ces schémas. Voilà, c'est des choses qu'on veut mettre en place. Et tout ça, qu'est-ce que ça devient? Parce que la question de base qui reste depuis le départ, pour beaucoup de gens qui participent et aussi pour les gens qui ne participent pas, qui disent non, c'est encore de la participation bidon, ça va aller nulle part, ça sert à rien de participer, c'est qu'est-ce qu'il en advient? Donc en fait, ce qu'il en advient, ça a été évoqué depuis longtemps, ça c'est dans les tuyaux, je dirais, depuis assez longtemps, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le Conseil d'orientation de l'énergie du territoire. Donc aujourd'hui, il existe ce qui s'appelle le plan climat air énergie territorial qui a été construit en 2019 et qui donne un cadre réglementaire sur un certain nombre de choses, c'est un cadre d'orientation. Et l'étape qui a été mise en place à la demande de Pierre Leroy il y a maintenant 3 ans pour ce territoire, c'est de redonner des conditions de dialogue sur les projets énergétiques du territoire pour permettre que certains projets aient lieu et d'autres pas, que les choses soient discutées en amont et que ça ne soit pas discuté au tribunal. Et que ça puisse effectivement faire évoluer la dynamique de ce territoire. Donc c'est ça l'enjeu. Eh bien, pour que cet enjeu se matérialise, ce qu'on est en train de mettre en place, donc c'est une partie un peu compliquée parce qu'il y a des enjeux politiques, institutionnels, etc. C'est ce qu'on appelle donc ce conseil d'orientation qui aura vocation et doit être mis en place cette année, en 2025, à donc recueillir, discuter, coordonner les plans d'action du territoire et les projets d'énergie du territoire. Ça ne veut pas dire que ce conseil d'orientation a la capacité légale, par exemple, de tout mettre en place, mais en tout cas, ça doit être l'instance de dialogue formel entre les principales catégories d'acteurs, ce qu'on appelle des collèges, classiquement. Je vais vous donner un exemple équivalent que je connais très bien parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est ce qu'on appelle les commissions locales de l'eau pour la gestion de l'eau, qui sont les instances de délibération sur ce qu'on appelle les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. Donc là, c'est un peu la même chose pour l'énergie, sauf que c'est prévu d'être structuré un peu différemment que dans le cas de l'eau. On a prévu 6 collèges, un collège des élus, donc a priori 2 élus par intercommunalité, hein, PCI, c'est le terme technique administratif pour intercommunalité, donc il y en a 3, hein, je vous rappelle, la communauté de communes du Briançonnais, les écrins, donc Valmus Pelvoux et Guillestrois-Queyras. Un collège pour les associations qui sont actives sur les enjeux énergétiques, environnementaux et sociaux attachés. Donc c'est un collège assez large, mais on retrouve évidemment des associations naturalistes, des associations qui sont positionnées sur ces questions, par exemple les kayakistes, les guides de pêche, mais aussi des associations sociales locales, par exemple sur le Queyras, la CSSQ, qui est l'association, disons, socio-culturelle du Queyras, mais il y en a d'autres sur les autres territoires. Une autre catégorie concerne les opérateurs énergétiques et les structures publiques du domaine de l'énergie, donc par exemple Territoire d'énergie 05, qui est la structure publique. Une quatrième catégorie qui est les représentants citoyens issus du panel projet. Donc là, il y a l'espace direct des citoyens. Une catégorie pour les acteurs économiques par secteur. Alors on a mis chambre consulaire, mais c'est pas forcément chambre consulaire, mais enfin en gros c'est un peu une représentation du monde économique. Et puis l'État et les administrations territoriales, donc par exemple donc la préfecture, la direction départementale du territoire, l'office de la biodiversité, le parc des Écrins, le parc du Queyras, etc. Donc voilà les collèges. Et ce qui est important, c'est pas écrit ici, mais c'est écrit dans les autres documents qu'on a, c'est qu'en fait chaque collège a le même nombre de voix. Il n'y a pas de
c'est pas lié c'est pas des personnes. C'est-à-dire que chaque collège a le même pouvoir de décision par rapport aux suites, sachant que c'est un pouvoir d'avis. Hein, c'est un organe de consultation et de conseil. Donc, au demeurant, d'ailleurs, si un jour, par exemple, au lieu d'avoir jusqu'au peut-être au maximum 6 membres qui étaient prévus pour les représentants citoyens, il n'y en a que 4, ils ont toujours autant de voix. Ça ne change rien. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on a mis en place dans d'autres contextes, hein, qui fonctionnent, permettent d'équilibrer un certain nombre de choses dans le fonctionnement. Bon, après, pour le reste, c'est essentiellement, il y a 2 fonctions du Conseil d'orientation. Une fonction qui est de recevoir les plans d'action. Donc, ce que vous allez créer, jusqu'au grosso modo fin avril, ça va être l'alimentation du Conseil d'orientation. Et puis, d'autre part, lorsque un opérateur énergétique ou une commune a un projet lié à l'énergie, donc que ce soit en production ou en sobriété, eh bien, en principe, et c'est très important de le rappeler, pour les communes et les acteurs volontaires qui se seront engagés vis-à-vis de ça, eh bien, ils vont passer par le conseil d'orientation pour mettre en dialogue ces projets, plutôt que simplifier, les conduire dans leur coin, les instruire éventuellement avec une très faible concertation, qu'ils viennent soudain sur la place publique, que l'association X ou Y monte au créneau pour dire mais c'est n'importe quoi, on veut pas de ça, que ça se termine au tribunal, que ça prenne 5 ou 6 ans, et qu'à la fin les gens disent les projets n'avancent pas, ou alors les projets sont imposés de façon extérieure et on ne peut pas donner notre avis. Les 2 situations étant aussi problématiques l'une que l'autre. Donc c'est ça qu'on essaye de dépasser. Et je crois que cet aspect d'administration du plan d'action, ça amène une réflexion en se disant, le sens du plan d'action, ça va être d'alimenter le travail de ce conseil d'orientation en disant, voilà ce que nous, citoyennes et citoyens du territoire, considérons comme intéressant. Il y aura un travail de caractérisation et d'évaluation des plans pour regarder dans quelle mesure ils paraissent faisables et cohérents. Il peut y avoir des propositions qui aujourd'hui paraissent infaisables, mais qui sont de l'alimentation de la réflexion. C'est très important de les conserver. Je peux vous donner des exemples extrêmes parce qu'ils existent dans certains coins. Je vais vous donner un exemple qui est lié aux questions énergie-mobilité. Ben, vous avez des territoires alpins, pas en France, mais ailleurs, qui sont totalement fermés aux voitures. Un exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent être posées. Vous dire, ah, c'est pas possible. Bah oui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais en fait, c'est important d'avoir posé un certain nombre de choses comme ça par rapport à des évolutions possibles. Et ça, c'est ce qui doit alimenter ce concept. Voilà, j'en ai terminé sur cette introduction. Et globalement, on a aussi terminé sur la partie présentation pour la réunion. Je crois qu'il y avait peut-être 1 ou 2 points dans le dernier. Transparent, oui, c'est essentiellement c'est le résumé de ce qu'on vient de dire par rapport à l'évolution des semaines à venir. Voilà. Il y a 2 questions dans la discussion. En fait, il y avait un commentaire qu'on n'a pas eu le temps de lire tout à l'heure. En revenant sur la discussion de tout à l'heure sur la problématique de référendum, vaut-il mieux un panel de citoyens informés ou un ensemble plus large avec toute la gamme de personnes? Une proposition d'action qui est que les représentants élus ne soient plus élus mais tirés au sort. C'est 2 commentaires différents. Mais qui n'étaient pas vraiment des questions, mais plutôt des commentaires. Mais je pose tout. Et comme ça, après, voilà. Quelle sera l'obligation légale de passer par le dialogue concrètement? Et ensuite, pourquoi créer un conseil d'orientation si la gouvernance de l'énergie est la dernière des priorités? C'est Pierre Leroy qui a posé la dernière. Je balance. Oui, c'est la question. Oui, c'est moi. Ok. Bon, alors, je réponds aux questions techniques du début. Attends, reformule la toute première, s'il te plaît, Mathilde. La première question? La toute première, oui. Et quelle sera l'obligation légale de passer par... Ah non, c'était pas la première, c'est d'accord. Mais alors, l'obligation légale, il n'y en a pas. C'est Ok. clair, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il peut y avoir une convention. Il peut y avoir une convention à valeur politique, donc à valeur d'engagement politique. Mais il n'y a pas d'obligation légale. Il ne peut pas y en avoir aujourd'hui dans le cadre actuel. Les seuls
les seuls contextes légaux qui s'appliquent sont ceux de la réglementation générale des différentes lois applicables aux projets liés à l'énergie, que ce soit dans le domaine sobriété ou dans le domaine production. Donc ça va être des lois liées à l'eau, à la biodiversité, au patrimoine bâti, hein, les architectes des bâtiments de France, etc. Tout ça, c'est la réglementation qui s'applique. Ou même aussi, d'ailleurs, dans certains cas, pour certains gros projets sur les formes de concertation, il y a une réglementation aussi. Mais ça, pour ce qui concerne ce dispositif, c'est un dispositif qui ne peut avoir qu'une valeur de co-engagement et de cadre politique. Donc c'est important aussi comment les choses se placent par rapport à ça. Il y avait une question avant. Alors, le premier commentaire, c'était sur la discussion de tout à l'heure, c'est la problématique du référendum qui ressort. Oui. Faut-il mieux un panel de citoyens informés ou un ensemble plus large? Deux mots sur les référendums, parce que c'est quand même souvent, ça revient souvent au sujet, on parle en particulier des référendums d'initiative citoyenne, les RIC, hein, ont été rendus assez célèbres quand même au moment des Gilets jaunes. La caractéristique des référendums, alors que ce soit les référendums généraux ou les référendums type RIC, d'initiative citoyenne, donc, c'est que c'est des dispositifs comme en Suisse, où en général, très généralement, c'est des choix binaires. Ça veut dire c'est oui/non. On trouve une proposition, on pose oui/non. En fait, le problème que ça pose, c'est la constitution des options, c'est-à-dire ce qui est soumis au vote. Alors, dans le cas des votations en Suisse, il y a tout un dispositif amont de choix de ce qui peut être mis au vote, puis après, il y a aussi un dispositif public avec des moyens pour instruire les options. Aujourd'hui, les spécialistes en France considèrent que le RIC, c'est intéressant, mais c'est la fin d'une chaîne. Ça ne fonctionne que si, en amont, il y a tout un travail de réflexion qui est produit et accompagné et financé pour que des groupes citoyens puissent se saisir et créer les options qui sont soumises. Sinon, les bonnes parties des systèmes de référendum sont manipulatoires. Je pense qu'en France, on s'en est quand même assez bien rendu compte avec un référendum majeur qui a été Maastricht, hein, qui a posé quand même beaucoup de problèmes du point de vue de la démocratie. Donc, les référendums, c'est la fin d'une chaîne, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, dans cette chaîne-là, pour que les gens puissent faire des propositions, eh ben, c'est des choses qui peuvent être temporellement un peu compliquées. Et je rajouterai une dernière chose, c'est qu'il y a des référendums qui ne sont pas binaires, c'est-à-dire que typiquement, il y a des mécanismes de choix où il y a plusieurs choix possibles, et précisément, exactement dans le système de priorité qui vous a été présenté, les participants peuvent dire « Ah bah tiens, admettons qu'on ait une certaine quantité de budget public, mais on va les distribuer comme ça. » C'est ce que vous avez par exemple dans les budgets participatifs des communes. Dans le budget participatif des communes, vous avez d'une part une proposition initiale d'action communale par des citoyens, puis des citoyennes, puis une instruction technique, puis un vote, mais qui est un vote distributif, comme vous l'avez fait, c'est-à-dire qu'il y a, mettons, 10 millions d'euros à affecter sur un budget communal participatif, et donc il est à distribuer sur des actions, et les gens choisissent comment ils vont distribuer les choses. Voilà. Il y a d'autres questions. Je ne sais pas si tu n'as pas répondu à la question de Pierre encore, mais sinon, il y a d'autres questions là, mais il y a aussi peut-être des questions dans la... La question de Pierre, on peut la reformuler, à mon avis, on ne va pas la reformuler, c'est juste que par rapport à ça, je pense qu'il faut frontalement poser la question qui a été abordée ici, c'est-à-dire que d'un côté, on a une demande de contestation sur un certain nombre de projets énergétiques qui est antérieure au même montage de projet, puisque c'était l'origine, Pierre, de ta sollicitation pour l'existence du projet, de dire il y a sur tel projet dans le Kera, sur le Fournel, sur je sais pas où, des contestations. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, ça saisit les gens, ça pose une question aux personnes. Et puis à la fin, on peut pas non plus dire que finalement, on veut pas avoir une configuration de discussion nouvelle. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place de façon équilibrée. Et nous, notre rôle de spécialiste, c'est que les choses soient effectivement équilibrées. C'est pour ça que vous trouvez 6 collèges, comme ça a été montré ici, avec un dispositif de réflexion, avec un plan d'action, etc., une mécanique. Si l'effort n'en vaut pas la chandelle parce que tout le monde considère qu'on peut continuer comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros, quand Pierre Leroy nous a demandé de travailler, il n'a pas eu la bonne intuition, c'est quelque chose qu'il faudra réviser. Mais je ne pense pas que ça soit la situation et je ne crois pas du tout parce que on est bien dans une tension quand même entre des portages de projets d'un côté et puis
la façon dont des groupes citoyens avec des intérêts complètement différents, nous, on n'a pas aucune prise de position vis-à-vis de telle ou telle question, qu'on soit pro-environnement, pro-énergie, économie locale, JO, pas JO, tout ça, c'est pas ma question. Nous, on est là pour permettre que les choses soient mises en dialogue avec les informations et des conditions de délibération adéquates. C'est ça l'enjeu. Ok, mais des questions, peut-être, il y a encore des questions là, mais allez-y dans la salle, peut-être si vous avez quelques questions. Ouais, moi aussi j'avais pareil, ça m'avait fait réagir la création du conseil d'orientation sur l'énergie par rapport à la gouvernance, là, le point sur la gouvernance que Pierre a soulevé. Mais en fait, ça me choque pas tellement que ce soit classé dernier, parce que bon, c'est évident, mais les différentes priorités qui sont listées sont pas antagonistes. On va pas prioriser la nature par rapport à la création l'identité justement de la gouvernance. En fait, voilà, elles se recoupent toutes un peu. Et en dernier, ça ne veut pas dire non plus que tout est parfait actuellement pour rien changer. Pour moi, c'est plutôt un intérêt plus ou moins fort, priorisé par rapport aux autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas important non plus. Et du coup, euh, donc j'ai quand même une question. Euh, Le conseil d'orientation, est-ce qu'il n'aurait pas vocation à fonctionner selon des modalités qui seraient le résultat de propositions? Je suis un peu surpris de voir le style où voilà, ça a fonctionné comme ça. Alors qu'en fait, on pourrait imaginer que la création de ce machin résulte d'une série de propositions euh, de tous ces post-it, quoi. Alors, bon, il y a eu des discussions sur, dans les phases de préparation de ce projet, c'est-à-dire il y a plus d'un an et demi, plutôt il y a 2 ans, 3 ans, il y a eu pas des discussions, des travaux sur la façon d'organiser justement la décision des citoyens et des autres acteurs autour de ça. Je dirais pas que la conclusion a été ça, d'accord? La conclusion, elle a été liée à un certain nombre de préconisations sur, par exemple, effectivement, le fait qu'il y ait besoin de formation. C'est un exemple type. Pour qu'il puisse y avoir quelque chose, il fallait qu'il y ait de la formation, y compris des élus d'ailleurs. Hein. Alors que jusqu'à présent, on a eu quelques élus dans la formation, mais pas tant. Et ça, cette proposition-là, elle résulte effectivement, on va dire, d'un équilibrage d'experts. Donc là, c'est une proposition d'experts. On n'est pas sur une production participative, c'est vrai, par rapport à des contraintes de différents types pour le fonctionnement de ce type de structure. On pourrait avoir autre chose. Il y a un enjeu aussi clairement on va dire, de faisabilité politique par rapport à la mise en place d'une structure. On est forcément dans des compromis. On a répondu à la question préalable qui disait est-ce que ça a une valeur légale? Ben non, on ne peut pas aujourd'hui. On n'a pas de cadre légal pour dire c'est obligatoire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça sera engageant? Ben, on essaye. On fait ce qu'on peut. Mais si le maire de telle ou telle commune ne souhaite pas du tout rentrer dans le dispositif, en dehors du fait que politiquement, on pourra dire que tels et tels élus ne sont pas rentrés dans le dispositif, on ne peut rien faire d'autre. Aujourd'hui, c'est pas possible. La seule condition qui pourrait permettre de faire autre chose, ça serait s'il y avait un cadre expérimental, on appelle le cadre de droit expérimental, c'est possible dans le droit français, qui à mettre en place, où il pourrait y avoir une alternative sur le fonctionnement, on appelle les institutions, en l'occurrence, dans ce contexte-là. Maintenant, pour reprendre ce que tu dis, on pourrait tout à fait envisager, mais le problème, c'est qu'encore une fois, il y a une question de représentativité. Si on avait effectivement, disons, un groupe suffisamment large issu du panel d'origine, c'est pas 4 ou 5 personnes, on pourrait remettre en discussion un certain nombre de choses ici, mais il faudrait mettre en discussion aussi, de toute façon, quand même, avec les acteurs qui seront, eux, concernés directement. C'est-à-dire les élus, qui on va dire, non, non, tu fais pas ça, ok, ou tu fais autrement. Les énergéticiens, à qui on va dire, ben, c'est pareil. On va pas se lancer dans, je sais pas quoi, une éolienne au sommet de telle montagne. Non, mais c'est ça dont il est question, hein, je veux dire, entre autres. Mais, ou alors, etc. Voilà. Donc il faut aussi que ça reste un lieu
c'est un lieu restreint de remise en dialogue. Il peut y avoir on peut faire des votes aussi, hein. Il peut y avoir un système où, quand il y a un projet, c'est tout à fait possible. On peut avoir un système dans lequel il y a un projet qui est soumis au territoire, et ben, il est soumis ultimement à un vote, dans ce cas-là, d'approbation, de non-approbation. Les Suisses le font. Dans les votations suisses, on a des votations qui sont dédiées à des projets. Quand je dis des projets, c'est le bout d'autoroute, machin. Dire aujourd'hui, on a cassé l'autoroute 69 réglementairement, après qu'il ait déjà démarré. Je connais des dossiers suisses où il y a eu des votations sur un contournement autoroutier d'un endroit, il y a eu une votation. Oui, non. Oui, question? Ça existe déjà, si dans une concertation publique, dès qu'il y a un grand projet à impacter bien un peu, je crois qu'il y a une discussion de désordre. Bien sûr. Argentine, c'est pas un peu du monde. Non, parce que pardon, vous avez tout à fait raison. Donc, il y a une réglementation à échelle par rapport à ça. Donc, il fait appel au Grenelle de l'environnement. Donc, il y a le niveau 0, c'est des enquêtes publiques dans le cadre des réglementations dites Bouchard-Barnier. Puis après, il y a ce qui a été initié avec le Grenelle de l'environnement et repris ultérieurement avec les lois sur le dialogue environnemental, aujourd'hui qui se matérialise par la Commission nationale de débat public. La Commission nationale de débat public, elle intervient de plusieurs façons sur des projets d'une certaine ampleur, pour des grands projets, ou alors parfois par ce qu'on appelle une saisie directe. Une saisie directe, c'est que il peut y avoir des porteurs de projets, des maîtres d'ouvrage, comme on dit, qui décident de consulter et de demander l'appui méthodologique de la Commission nationale de débat public par rapport à un projet spécifique. Donc, par exemple, à Gap, le canal de Gap, avec d'autres partenaires, souhaite mettre en place une retenue vers la Roche des Arnaud, la retenue du Châtelard, et ils ont choisi de faire appel à la CNDP, la Commission nationale du débat public, pour encadrer une concertation. Alors pourquoi je dis non? Parce que par rapport à l'ensemble des projets qui sont concernés dans toute leur diversité, donc ça va être la centrale hydroélectrique machin, ça va être les 3 panneaux photovoltaïques sur le toit l'isolation, le projet d'isolation de tel truc, etc. Tout ça, ou la transformation des régimes de mobilité en transport en commun. Tout ça, la plupart du temps, ça ne relève pas ou ne peut pas relever facilement d'une saisine de la CNDP. Ça a un coût, ça a des fonctionnements particuliers qui sont en général dédiés à des grands projets. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de concertation, ça veut dire que le passage par la CNDP, c'est en général quand même des plutôt assez gros projets ou des gros enjeux. Parce qu'il peut y avoir aussi, par exemple, on peut saisir la CNDP. Admettons, par exemple, qu'on dise, je vais prendre un sujet qui pourrait paraître polémique, mais qui pourrait tout à fait être passé par un canal CNDP qui était celui des JO. Il aurait tout à fait pu y avoir une concertation préalable, accompagnée par la CNDP pour les JO, d'autant plus que le budget nominal des JO est de l'ordre de plusieurs milliards, donc là, on entre largement au-dessus des échelons de saisine de la CNDP. Voilà. Vous aviez autre chose en tête, peut-être, sur les questions de concertation? Je sais pas si je ne pas sur la question, mais pour moi, c'est vraiment une étape obligatoire dans notre important de projet de cette concertation. Non. En fait, ça dépend les tailles de projet. Il y a des tas de projets qui ne sont pas concernés. Il faut bien distinguer 2 choses. Il faut distinguer les concertations amont sur certains projets d'une certaine taille ayant des impacts sur l'environnement, etc., ou concernant, par exemple, des enjeux d'utilité publique, etc. Donc là, il y a une réglementation qui est la réglementation de 2016 pour le dialogue amont. Donc amont, ça veut dire avant. Y compris de dire, en fait, le projet, on le fera pas. Donc, par exemple, si on fait une retenue de montagne pour l'enneigement artificiel dans des conditions qui ont un impact sur la biodiversité, dans ce cas-là, on est dans une configuration où il peut y avoir une concertation préalable, ce qu'on appelle les concertations préalables. Puis après, il y a les enquêtes aval, donc les schémas d'enquête aval, qui eux sont les enquêtes publiques classiques, avec commissaire enquêteur, etc., etc. Dans le premier cas, d'ailleurs dans le deuxième aussi maintenant pour certains cas, on a un dispositif en tête, j'en ai parlé dans les formations sur la participation, qui est ce qu'on appelle les garants. C'est-à-dire que pour s'assurer, d'ailleurs, ce processus a un garant, d'ailleurs une garante, qui aurait pu être là ce soir, mais il y a des problèmes personnels. Les garants, le principe, c'est des juges arbitres de procédure qui sont là pour assurer que
les personnes peuvent s'exprimer, qu'elles sont représentées, qu'elles sont entendues, que, enfin, des règles sont respectées, c'est des arbitres de fonctionnement. Euh, Après, sur les concertations amont, il y a des projets qui ne nécessitent pas de concertation amont et qui n'empêchent pas qu'ils vont être instruits par l'État. Donc, les services de l'État vont les instruire en termes de faisabilité à différents niveaux, réglementaire, conformité réglementaire, ce qu'on appelle en jargon le dérisquage, le service guichet à la direction départementale des territoires qui sont en charge de ça et qui vont scanner, enfin regarder l'ensemble des caractéristiques du projet pour voir s'il respecte les plans et dire aux porteurs de projet, ah ben non, en fait, c'est même pas la peine que tu essayes parce que tu vas te planter, ça passera jamais. Voilà. C'est le rôle du dérisquage. Il y a plusieurs niveaux de dérisquage par rapport à ça. Ouais. Mais du coup, quels sont les critères entre les projets qui nécessitent une consultation à la MCP? Il y a un critère financier sur le budget engagé. Je ne sais plus exactement le seuil, on va vous dire de bêtises exactement, mais il y a un critère de niveau financier. Il y a un critère d'impact potentiel, donc par exemple sur les écosystèmes. C'est toutes les concerts, c'est c'est tout le sens, par exemple, du fait que le projet de la 69 a été cassé. Bon, tout le monde en a entendu parler. C'est que en fait, on a un maître d'ouvrage, donc la combinaison entre une volonté politique publique et puis des constructeurs de faire quelque chose. Puis quand ils vont décrire le projet au départ, et donc effectivement le préinstruire d'une certaine façon, alors, là on est sur des gros projets, bah, il y a des éléments qui vont être oubliés dans la préanalyse. Et ces éléments, bah, à un moment donné, bah, par exemple, il y a des associations environnementales qui les ressortent, ils disent attendez, regardez, il y avait une orchidée qui a été oubliée. Bon, pour ceux qui suivent, c'est une des questions qui se posent actuellement sur les charbons bleus, sur le fournel, pour le fournel bleu. Typiquement, c'est des questions qui sont comme ça à instruire et qui ne le sont pas au départ des projets. Après, quand l'État a les moyens, parce que le problème c'est que aujourd'hui on tape sur l'OFB, mais un des rôles de l'OFB, c'est aussi d'accompagner la préinstruction des projets. Ben, en fait, il peut dire attention, vous avez un batracien machin, vous avez un impact paysager. C'est le cas des problématiques paysagères ou de bâtiments historiques. Bah, l'architecte du bâtiment de France va dire vous pouvez pas faire ça. Les gens qui se plaignent du fait de ça, mais c'est une réalité aussi de cas d'intervention de la loi. Voilà. Il peut y avoir des recours préalables aussi, ouais. Pardon, il y a plein de questions à nous. Ouais, vas-y. Je suis désolée. Pierre, si je dis des bêtises, tu me corriges aussi en local, hein. Comme tu es là, faut en profiter. Oui, oui, j'écoute. Il y a une première question qui est comment sera saisi le conseil d'orientation, à la demande de qui, dans quel cas, s'il n'y a pas d'obligation légale? Tu veux que je te pose tout? Parce que sinon, j'ai oublié. Bon, alors, rapidement sur la saisine du conseil d'orientation, bon, ça sera à définir directement fait par les membres du conseil d'orientation avec le conseil du PETR, hein, qui est quand même la structure porteuse de l'intention mise en place. Il y a deux types de saisine. Il y a la saisine par rapport au plan d'action, donc la construction d'une charte de l'énergie dans le territoire, qui est le complément du plan climat-énergie territorial. Excusez-moi, c'est compliqué, mais c'est un peu ça l'idée. Donc ça, c'est la façon dont le conseil d'orientation va se saisir de votre plan d'action et en faire un cadre d'orientation, effectivement. Donc ça, donc là, c'est une saisine qui est liée à la programmation des activités de base. Et dans les autres cas, eh ben, ça peut être aussi bien des porteurs de projets, ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, qui préfèrent passer par le conseil d'orientation plutôt que de risquer d'aller au clash à la fin. Donc, ils vont préférer une démarche de concertation amont, donc mettre en dialogue leur projet au départ. Je pense, mais ça pour l'instant, c'est pas décidé, que si émerge un projet, il pourra certainement y avoir dans les collèges des citoyens, des associations qui disent au fait, il y a ce projet-là qui est dans les tuyaux, propose qu'on en discute. Et là, à ce moment-là, ils peuvent se retourner vers les maîtres d'ouvrage, les porteurs de projets, en disant vous voudriez pas plutôt venir discuter tout de suite, plutôt qu'on se termine tous au tribunal. Je caricature, mais c'est un peu ça le schéma potentiel de saisine. Et je vais pas prendre les questions dans l'ordre pour essayer de faire un truc thématique. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples de projets? Et puis, il y a la question aussi, du coup, l'enjeu, c'est le plan d'action. Si les collectivités ne le partagent pas, comment pourra-t-il vivre? Oui. Est-ce que le conseil d'orientation devra se faire une place dans le système décisionnel? Oui, d'accord.
Alors, des exemples de projets, bon, ben, ça, c'est d'abord les projets qui ont déclenché l'existence même de ce projet, c'est-à-dire la centrale hydroélectrique machin sur la rivière Truc. Voilà, ça, c'est l'exemple type du projet. Le photovoltaïque au sol à tel endroit, avec ou sans défrichage, enfin, bref, toutes ces questions-là qui agitent les, les riverains ou les associations. Le projet consistant à dire on va réserver, je sais pas quoi, 10% du système routier du PETR pour faire circuler les vélos et en plus on va mettre des vélos électriques à disposition de tout le monde. Voilà, c'est des exemples. En même temps, je vous rends des cartes actions dans le schéma. Les projets de mettre en place systématiquement des comités de réflexion sur l'énergie dans les communes, comme c'était un peu je crois qu'il y avait eu les clubs climat, on n'était pas là à l'époque, mais qui ont été mis en place. Enfin, voilà, ça c'est des types d'actions par rapport à ça. Pierre, c'est par rapport à ça que tu veux réagir? Je vois que tu lèves la main. Oui, c'était pour compléter en effet ton propos. De toute façon, il sera ce que les citoyens en feront. Maintenant, il y a des exemples, en effet, en France, hein, il y a des exemples sur les territoires. On peut parler du conseil de développement, où certains conseils de développement en France fonctionnent très bien, et leur fonctionnement, en fait, soit ils s'auto-saisissent de certains sujets, soit la structure dont ils dépendent, là en l'occurrence, ce serait le PETR, pourrait leur donner des missions. Donc ça, on pourrait tout à fait imaginer. Tu as parlé à l'instant du club climat, j'allais en parler. En effet, les citoyens pourraient, ceux qui font partie du conseil d'orientation, décider de lancer des actions sur la sobriété dans un domaine ou un autre, hein. Sur le club climat, on a travaillé beaucoup sur l'extinction de l'éclairage public, par exemple. Il y a 31 communes qui éteignent l'éclairage public sur 36 sur le pays grand-briançonnais. Ben ça, c'est des actions, en effet, qui pourraient être relayées par le conseil d'orientation. Ce n'est pas uniquement, et j'insiste là-dessus, parce que dès le début de ce projet, il n'était pas question que de production d'énergie renouvelable, il était question aussi de sobriété. C'est vraiment la politique énergétique territoriale qu'on a envie de travailler. Donc voilà, on peut imaginer qu'un conseiller d'orientation soit se saisisse, s'auto-saisisse de sujets, soit que les collectivités lui donnent une mission à mettre en œuvre. Voilà. Et si ce travail fonctionne bien, si le conseil d'orientation est efficace, je ne doute pas que les différents partenaires viendront demander du conseil, viendront demander des informations particulières sur les choix du territoire. Sur l'opposabilité du conseil d'orientation par rapport enfin du plan d'action, pardon, l'opposabilité du plan d'action dans le contexte territorial. De fait, bah, notre mission à nous est de vous aider à ce que ça soit un plan d'action consistant et cohérent, qu'après il soit publicisé. Donc c'est aussi ça a la valeur de représentation de ce schéma. Je vous donne un exemple très concret. C'est après-demain. Après-demain, je vais présenter aux plus grands élus de la région Occitanie. Donc là, on parle vraiment des vice-présidents de la région. Le travail qui a été fait par un panel il y a 1 an et demi, il y a un certain temps, sur la question de la résilience littorale, de l'évolution du littoral. Et donc c'est la façon dont la portée de la proposition citoyenne devient un instrument de réflexion pour les élus qui sont théoriquement à l'écoute de leurs administrés. Je compléterai aussi là-dessus par le fait qu'effectivement, rien n'empêche certains élus de ne pas, entre guillemets, jouer le jeu à ce stade. Bon, après, ça dépend aussi le niveau effectif d'adhésion qui se mettra en place. C'est pour ça que il y a un document sur le conseil d'orientation qui va être diffusé à tous les élus du territoire, pour que vous sachiez concrètement, aussi à toutes les associations citées ici, d'ailleurs tous les membres du panel, et sur lesquels va normalement se structurer aussi la réflexion sur le fonctionnement et le statut de ce conseil d'orientation pour le futur. Il y a d'autres questions. Oui, la question de est-ce qu'il ne faudrait pas déployer une stratégie de réinvestissement, remobilisation d'organes de gouvernance déjà existants. Il y a le PCAET, les parcs, les chambres consulaires, etc., etc. Et donc, ça ne manque pas de lieu de discuter ou peser. Première question là-dessus. Et la deuxième sur
comment ça va se passer au sein du conseil, qui va arbitrer au sein du conseil si des intérêts s'opposent entre les collèges. Euh, enfin voilà, qui viendra dire s'il faut plutôt aller dans le sens des porteurs de projet ou de ses opposants. Alors, sur la partie instance existante, bah, de fait, Pierre a parlé de la notion de conseil de développement qui effectivement ne fonctionne pas ici, mais pourrait fonctionner et pourrait être équivalent. Sur les autres qui sont cités, PCAET, parcs, etc. Alors, sur les parcs, les fonctionnements ne sont pas les mêmes entre les deux parcs, puisque le parc des Écrins est un parc national, vous savez, avec la zone d'adhésion et des effets sur la zone d'adhésion qui sont assez différents de ce qui se passe dans le parc naturel régional du Queyras, avec sa charte. Et donc, la question de la charte vient effectivement entrer en cohérence. D'ailleurs, dans le comité de pilotage de ce projet, il y a à la fois Marc Fiquet, le directeur du parc du Queyras, et Samuel Sampé, le directeur adjoint du parc des Écrins, pour la mise en cohérence avec ces structures-là. Alors, c'est des structures qui ont leurs organes de délibération, qui ont des formes de concertation, par exemple sur la révision de la charte. Pour ceux qui sont dans la zone Queyras, vous avez pu participer potentiellement à certains des événements de révision de la charte du parc de Queyras. Et pour les autres instances, le PCAET en tant que tel n'est pas une structure il n'y a pas un groupe ou une institution porteuse au sens collectif du PCAET. Le PETR est la structure qui a animé le PCAET et qui en est dépositaire. Et normalement, Pierre me corrigera, mais le conseil syndical, l'ensemble des élus représentatifs du PETR sont censés porter le PCAET. C'est pas une instance participative comme on la prévoit ici, au sens des différents collèges qui sont représentés. Après, vous avez les conseils municipaux avec les élus par définition, avec des fonctionnements pour certains conseils municipaux. Alors dans ce territoire, pas beaucoup, je crois, mais il peut y avoir une participation renforcée des citoyennes et des citoyens. Il n'y a pas de schéma d'aménagement de gestion de l'eau ici pour l'instant. Il y a celui de la Durance qui est en cours de développement et d'extension et qui va prochainement toucher ici, puisqu'il y a une décision des élus de l'ouvrir. Sur la question de l'eau, voilà, il y a différents systèmes, mais oui, il y a des choses qui se passent. Du point de vue des instances participatives concernées par ces sujets, c'est pas encore complètement équipé. Si ça l'était, je pense que le projet aurait eu une structure très très différente. J'avais oublié s'il y avait une deuxième question, je l'ai oublié. Oui, c'était sur le fonctionnement interne. Ah oui, sur les arbitrages de pouvoir. Comment Il y a ça va 6 collèges, s'arranger, donc chaque collège a un pouvoir équivalent. Bah, normalement, le principe de ces systèmes où il y a en général, par exemple, 2 pouvoirs par collège, c'est qu'il y a des votes avec des pouvoirs. Et quand il y a égalité, eh bien, en principe, par exemple, ici, ça va être le président du PETR qui va être, par exemple, arbitre. Dans le cas mais c'est des choses qui ont été définies par le conseil d'orientation lui-même. C'est pas posé a priori, ça. C'est des choses qui se construiront dans le règlement intérieur du conseil d'orientation, et c'est le conseil d'orientation qui peut construire son règlement intérieur. Puis le fonctionnement du conseil d'orientation, c'est aussi un peu c'est à cet organe-là de le construire aussi en fonction des personnes qui le composent, quoi. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Alors après, une discussion classique, hein, c'est de dire oui, mais on parle de participation, on a 6 collèges, et puis dans le collège, il y a un collège des citoyens, 1 parmi 6, donc c'est 2 voix sur 12, si vous calculez bien. Donc ça, c'est un truc très classique dans les discussions sur les questions de participation, de savoir à quel niveau il faut caler la représentation citoyenne directe. Le problème, je me dis tout de suite du point de vue des spécialistes, si par exemple vous admettez que vous mettez autant de voix pour le collège citoyen que pour tous les autres, en disant, voilà, c'est quand même un truc qui concerne machin installé. Bon, dans un contexte comme celui-là, vous avez des enjeux de pilotage des communes, de finances des communes, de problèmes énergétiques. Déjà, il y a un premier niveau de discussion. Le deuxième niveau de discussion, c'est comment vous désignez ces citoyens à l'intérieur de ceux qui, en fait, prennent le pouvoir au nom des citoyens. Donc, finalement, plus le pouvoir est important, plus cette question de désignation devient importante, avec un enjeu complètement différent de ce qu'il y a aujourd'hui, qui est de ce moment-là de faire des élections pour désigner les représentants citoyens dans ce type de structure. Vous voyez l'usine à gaz qui se construit. C'est compliqué. S'il y a d'autres questions dans la... Non, Oui, 20h20. D'accord. Quelques minutes.
Il reste des questions. Et est-ce qu'en ligne, quelqu'un veut prendre la parole? Bon, 20h20. On va peut-être vous remercier. Bon, merci. Pour une fois, on vient de Merci d'être venu. On a quand même pas. Merci à celles et ceux qui étaient présents en ligne. Et donc, d'une part, n'hésitez pas à rediffuser les priorités et puis les formulaires actions à venir. Ah oui, merci. Vas-y, Là, pour conclure, on met le calendrier habituel pour les prochaines étapes, si vous voulez participer, si vous voulez prendre aussi plus de part dans certaines actions. Voilà, vous avez de toute façon mes coordonnées. Vous pouvez m'appeler ou m'écrire par mail. Et puis ça, je vous l'enverrai si ça vous intéresse pour avoir un peu les échéances à venir. Voilà, les jours à venir vont être principalement concentrés sur les enquêtes en cours, pour que ça soit plus représentatif et qu'on ait une base de travail assez fournie. Voilà, sinon rien de plus. N'hésitez pas à faire part d'autres questions si vous y pensez. Là, voilà. Et on peut prendre un petit verre de jus, voilà, si vous voulez. Il y a des sessions de jeux énergétiques qui sont disponibles si vous voulez en organiser avec des amis, etc. C'est toujours possible. Et n'hésitez pas à mettre toutes les actions qui vous semblent pertinentes pour la suite. Voilà. On aura plus, on aura de boulot, mais ce sera intéressant. C'est fait pour. C'est fait pour. Merci. Merci. Merci.